Mindy n'avait pas pour habitude d'ignorer les coups de fil de ses proches, de ne donner aucune nouvelle et de laisser porte close à ses amis. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé tout l'après-midi du 13 septembre 2006. Alors ses amis Tony Bowman et Daniel Holmstrom décident de se rendre à l'appartement de Mindy afin de balayer leurs inquiétudes. Ce dont ils vont être témoins changera leur vie à jamais. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi ça va très bien, chaudement, comme de partout je pense. Je suis Nathalie Kat, récemment diplômée en criminologie, et je présente une ADJ, affaire du jour, régulièrement sur cette chaîne. Et si vous aimez les formats plus courts et que je vous manque entre deux vidéos, voici mes comptes TikTok et Insta. Et abonne-toi pour ne rien manquer, sinon Poupie viendra te mordre, et elle plaisante pas. Vraiment pas. Et pour les nombreuses personnes qui m'ont demandé, c'est faux, il y en avait 2 ou 3, qui m'ont demandé si c'était moi qui avais fabriqué Poupie, eh bien non, je l'ai acheté. Mais pour l'heure, je te laisse avec le générique. Mindy est née le 29 avril 1984 à Bogota, en Colombie. Elle a un grand frère et une grande sœur, et à cause de difficultés familiales, Mindy est contrainte d'être adoptée. Et c'est dans la famille Stone qu'elle va trouver son bonheur, car Harry et Eunice Morgan la prennent sous leur aile à New Salem dans le nord de Dakota. Et ils ont déjà une fille biologique. Mindy est très aimée, elle est vue comme extravertie et sensible, toujours prompte à aider son prochain. Voilà une description bien différente de celle de la victime de la dernière vidéo. Regardez-la si vous ne l'avez pas vue, ça vaut le coup d'œil. À la maison, elle aidait beaucoup, elle mettait la main à la pâte avec enthousiasme dans la ferme familiale. C'était une personne religieuse, impliquée dans la communauté. Elle chantait même dans la chorale et jouait plusieurs instruments de musique. Après son bac, elle étudie à la Valley City University, où elle apprend l'éducation physique, vu qu'elle aimait beaucoup le sport. 2006 marquait d'ailleurs sa dernière année, et elle songeait à faire une carrière dans le sport, tout comme Michael Jordan, dont elle était très fan. Mais c'était sans compter sa santé défaillante, car à la fac, on lui avait diagnostiqué une sclérose. Bien que se trouvant dans l'incapacité de pratiquer le sport qu'elle aimait, elle entraînait l'équipe locale. Et elle avait aussi son propre appartement en raison de son état de santé et ne résidait donc pas dans le campus universitaire avec les autres étudiants, car les médicaments qu'elle prenait affaiblissaient son système immunitaire. Elle était donc vulnérable à tous les virus qui passaient. Elle limitait donc au maximum ses interactions avec les autres et avait un cercle proche très restreint. Et le 13 septembre, 2 de ses proches vont voir leur vie basculer. Tony Bowman et Daniel Holmstrom n'avaient plus de nouvelles de leur amie Mindy depuis un moment. Un fait qui était tout à fait surprenant de la part de Mindy, qui n'avait pas pour habitude de ne pas répondre aux messages de ses proches. La sachant malade, inquiet, il se rend directement à son domicile. Arrivé sur place, il toque à la porte. Aucune réponse. En désespoir de cause, les 2 amis se décident à entrer. La porte n'était même pas verrouillée. Et c'est une vision d'horreur qui va les accueillir. Après 2 pas, j'ai vu quelque chose sur le sol juste devant mes pieds. C'était Mindy. Et puis j'ai remarqué quelque chose autour de son cou, dit Tony. Ils étaient alors en face du corps sans vie de leur ami. Et Tony, horrifié, se met à hurler de terreur. Les cris de Tony Bowman alertent un voisin, Robert Linz, qui vérifie le pouls de Mindy pendant que Bowman appelle la police. L'appartement était situé au 2e étage de l'immeuble, déclare l'agent spécial Mark Saylor du bureau d'enquête criminelle du Dakota du Nord. En entrant, j'ai senti une odeur très forte, comme un désinfectant à l'ammoniac. Le corps de la victime gisait dans le couloir d'entrée, exactement comme si le tueur avait pris soin de tout nettoyer après son passage. Selon un témoignage ultérieur au tribunal, l'odeur forte était celle du pine sol. Mindy en avait été recouverte après sa mort et une bouteille vide se trouvait près de son corps entièrement habillée. La bandoulière de son sac à main et un cordon contenant ses clés pendaient toujours sur son bras droit et, bien que son portefeuille et son téléphone portable aient été tous les 2 déposés sur le sol, l'appartement n'avait pas été dérangé. Et puis ce détail terrifiant. Elle avait une ceinture enroulée autour du cou et il semblait y avoir un couteau cassé toujours coincé dans sa gorge, déclare l'agent spécial Calvin Dupree.
Vous voyez donc l'image épouvantable, cauchemardesque à laquelle Tony et Daniel sont confrontés. Les autorités arrivent rapidement sur place afin de sécuriser la scène du crime, à l'affût du moindre indice. Qu'était-il arrivé à la pauvre jeune femme? La scène du crime empestait réellement le produit au pain. Cette odeur prenait littéralement à la gorge et empestait dans tout l'appartement. Et ce n'était pas une odeur atypique, car c'est celle d'un produit largement utilisé par tous les foyers américains. Les officiers identifient rapidement la victime et en informent sa famille. Alors je me suis toujours demandé comment ils arrivaient à mener à bien cette lourde tâche. Je veux dire, annoncer à des parents que leur fils ou leur fille est décédé est la pire chose du monde à faire. Et la famille de Mindy en a le cœur brisé. L'incompréhension et la colère s'emparent d'eux, tandis que la rumeur de la mort de leur fille se répand comme une traînée de poudre. Et l'enquête se poursuit. Le téléphone portable de Mindy a enregistré des appels sans réponse à partir de 12h47 cet après-midi-là. Et les résultats de l'autopsie ont montré que la pauvre fille était morte d'une combinaison d'asphyxie et de coupures au cou. Des coupures profondes, mais par contre il n'y avait aucune agression intime. C'était très difficile de voir le corps de Mindy dans lequel il était lorsque nous l'avons trouvé, déclare le sergent Dave Swanson du département de police de Valley City. Je connaissais Mindy. Elle était étudiante à l'université, je l'avais vue à de nombreux événements, et le fait de voir que c'était elle, j'ai été vraiment surpris et assez choqué. Tu m'étonnes. Imagine-toi, t'es policier, tu te rends sur une scène de crime et tu te rends compte que tu connais de vue la victime. C'est quand même assez traumatisant. Et en plus, elle avait été tuée dans sa propre maison. En plus, son appartement était situé au second étage d'un petit immeuble de complexe d'appartements. Elle n'avait pas été cambriolée car tous ses objets de valeur étaient toujours là. Le corps avait été retrouvé dans le couloir entre la chambre et le salon, et comme on l'a dit en amont, son sac a été retrouvé à côté d'elle. Ses clés étaient toujours là, ainsi que tous ses effets personnels, donc le mobile du meurtre n'était donc pas un cambriolage. Donc les enquêteurs tentent de reconstituer les événements qui ont précédé le meurtre afin d'obtenir une sorte de chronologie des faits. Ils se rendent compte que la veille, elle avait vu son petit ami. Elle était rentrée chez elle après minuit et au matin, elle avait appelé ce même petit ami pour l'avertir qu'elle voyait un ami à la bibliothèque. Donc on pouvait exclure a priori le petit ami. Puis plus de nouvelles. Les appels de ses proches n'avaient ensuite pas abouti. Donc a priori, on pourrait éliminer le petit ami de la liste des suspects. Vu qu'après leur rendez-vous, elle était rentrée chez elle et prévoyait de voir ensuite quelqu'un d'autre. En se rendant à la bibliothèque, les enquêteurs retrouvent trace du passage de Mindy, avec une connexion sur son espace personnel sur un des ordinateurs universitaires, où elle ferme sa session avant 12h30. Donc nous avons maintenant un moment potentiel du meurtre, entre 12h30 et grossièrement 12h50, 12h47, moment où elle ne répondait plus à ses amis. Et à 21h, ces mêmes amis découvraient son corps sans vie. Mais qui avait bien pu faire ça? Mindy était très aimée, c'était juste incompréhensible pour ses proches. Surtout que sa mort avait été extrêmement violente. Étranglée par une ceinture, et la gorge tranchée si abruptement que la lame s'était carrément détachée du manche. Qui avait pu s'acharner de la sorte? De l'ADN a aussi été retrouvé sous ses ongles, indiquant une lutte. C'est à ce moment-là que les autorités découvrent qu'un agent pénitentiaire de la prison du comté de Barnes, Mo Gibbs, était un voisin de Mindy. L'homme est donc arrêté une semaine après la découverte du corps de Mindy. Lors de son interrogatoire, l'agent pénitentiaire, oui parce qu'on rappelle que c'était un surveillant de prison, déclare à la police qu'il avait passé la matinée chez lui après son service, et qu'il avait déjeuné avec sa femme enceinte. Puis qu'il avait fait ses bagages et mis ses cartons dans la voiture car il prévoyait de déménager. Déménager, tiens, besoin de changer d'air après le meurtre? Il révèle également une chose étrange à la police, la forte odeur de Pine Sol, donc le détergent, dans le couloir après son retour du déjeuner. Mo semblait donc à première vue avoir un alibi. Mais il est vrai que la prison du comté de Barnes, dans laquelle il travaillait, était à proximité des lieux du crime. Et puis il faut souligner que certains métiers, dont agent pénitentiaire, nécessitent une vérification des antécédents judiciaires. Et un casier vierge. Logique, parce que je pense pas qu'il soit très judicieux d'employer un ancien criminel en tant que gardien de prison.
Donc Mo, a priori, n'avait pas l'air de correspondre au profil du suspect recherché. Parallèlement, en interrogeant la famille de Mindy, les enquêteurs apprennent qu'elle n'aimait pas James Robinson, le petit ami de Tony Bowman, et que les choses étaient tendues entre eux. Bowman a déclaré qu'il y avait eu des moments où la relation était devenue assez effrayante et que Mindy l'avait encouragé à rompre avec Robinson. La police va donc arrêter ce fameux Robinson qui était le seul apparemment à avoir des problèmes avec Mindy. C'est vrai, Robinson admet à la police qu'il avait un casier judiciaire pour des accusations liées à de la D, je dis pas le mot, mais il a déclaré qu'il essayait de se racheter. Il dit aussi qu'il avait effectué des travaux d'intérêt général, ordonnés par le tribunal le matin du meurtre de Mindy, et qu'il avait ensuite passé du temps avec un ami. La police a pu vérifier son alibi, mais ils ont quand même prélevé son ADN au cas où. D'autres suspects sont envisagés, notamment un homme qui, selon un des collègues de Mindy au restaurant, la mettait mal à l'aise, ainsi que le père d'un ex-petit ami. Mais une semaine après le meurtre, les résultats de l'ADN retrouvés sous les ongles de Mindy, rappelez-vous, les résultats d'analyse de l'ADN qui avaient été retrouvés sous les ongles de Mindy, rappelez-vous, sont disponibles. Ils correspondaient à un ADN recueilli lors d'une agression intime, violente qui avait eu lieu à Fargo. Une agression qui était jusque-là restée non résolue, un cold case. Et cette agression était survenue 2 ans avant le meurtre de Mindy. Et cet ADN correspondait à celui de Mo Gibbs. Les autorités ne tardent pas à apprendre quelques sombres secrets à propos de Mo Gibbs, ce gardien de prison a priori sans histoire. Mo Gibbs, 34 ans, avait en fait changé d'identité. Son nom légal avant 2005 était Glendale Morgan Jr. Et malgré la vérification des antécédents peu fructueuse qu'il avait passée avant de travailler avec le personnel pénitentiaire, la police découvre qu'il était impliqué dans une fusillade au volant et qu'il avait purgé 5 ans de prison sur les 10 qui étaient prévus au départ. Sympa le surveillant pénitentiaire. Imaginez-vous donc qu'il avait peut-être fait des choses pires que les criminels qui gardaient en prison, quoi. Gibbs, alors connu sous le nom de Morgan, avait été reconnu coupable par un tribunal militaire de tentative de meurtre, prémédité, et a purgé sa peine de janvier 1994 à avril 1998 à la prison de Fort Leavenworth. Son dossier personnel auprès du comté de Barnes indique qu'il a servi dans la marine de 1990 à 1999. Et lors de son interrogatoire au sujet de la mort de Mindy, la police remarque qu'il avait des égratignures sur les mains. Des égratignures certes en voie de guérison, mais qui indiquaient des traces de lutte. Il admet alors avoir été brièvement dans l'appartement de Mindy avant le meurtre, affirmant qu'elle avait essayé de porter un panier de linge et d'autres choses, et qu'il l'avait donc aidé. Alors si ça vous paraît totalement fou de sa part d'avouer ça, je pense que tout comme l'enquêteur Dupri, qui a enquêté sur cette affaire, je pense que Gibbs a dit ça au cas où on retrouvait son ADN sur place. Donc du coup ça lui offrait une justification préalable au cas où. Et il dit, surprise, qu'il n'était pas à proximité de l'appartement de Mindy au moment du meurtre. Pratique. Et que sa femme enceinte et lui étaient en train de déménager, mais ça vous le saviez déjà si vous suivez depuis le début. On le confronte donc aux preuves ADN, retrouvées sous les ongles de Mindy, et même lorsqu'on lui met ça sous le nez, Gibbs nie l'évidence. On le confronte également aux preuves ADN retrouvées lors de l'agression à Fargo, et là encore il va exprimer son incrédulité, et il va nier ses faits. Néanmoins, les policiers vont quand même l'arrêter. Allez hop, on embarque tout ça. Il se rend compte également, en creusant un peu, que son alibi ne tenait pas tant que ça la route, car finalement il n'y avait que sa femme qui pouvait confirmer son alibi, et personne d'autre. En fait, Mo avait menti à propos de pas mal de choses, son identité, son activité, son alibi, son changement de nom en 2005, et si vous vous demandez si sa femme savait qu'il avait été un criminel, qui avait fait 5 ans de prison, eh bien oui, elle était au courant de sa peine purgée, et côté vie amoureuse, a priori, cela semblait stable dans la vie de Mo. Il avait déjà été marié en 1991 avec une autre femme, Tasha, à l'âge de 18 ans. Il est condamné en 1993, mais Tasha reste avec lui et ils ont même un enfant. Mais la vie familiale est de courte durée car il divorce. Puis en 2002, il épouse Melissa avant de divorcer en 2005, ça arrive. Mais le problème, c'est que Mo est infidèle. Et je sais pas pourquoi, mais je sais très bien que vous vous en doutiez. Car en fait, il avait eu 2 enfants illégitimes de 2 femmes différentes en 2003. Le père de l'année, quoi.
Et en tout, 5 femmes lui réclamaient une pension alimentaire. Donc on peut déduire que l'homme était un homme à femme et qu'il avait une femme à chaque port. Et que c'était peut-être un port aussi, quoi. Christina, sa femme, savait qu'il avait des antécédents criminels, mais il ne lui avait pas tout dit sur l'étendue de ses crimes. Après son arrestation, plusieurs détenus, donc 5, de la prison locale se sont manifestés et ont déclaré que Gibbs les avait agressés intimement alors qu'ils travaillaient. Une femme en particulier a déclaré à la police que Gibbs l'avait agressé intimement, digitalement, je sais pas trop comment le dire, avec ses doigts quoi, le jour du meurtre de Mindy, avant la fin de son service qui était à 7h du matin. Donc en plus c'était le jour du meurtre de Mindy. Et ensuite, il rentre tranquillement chez lui afin de faire ses valises en vue de son déménagement prochain. Il pouvait donc largement se rendre ensuite chez Mindy afin de l'agresser, d'autant plus qu'il est sorti à 12h40 afin de déposer sa femme au travail. Et si vous vous souvenez bien, c'est exactement dans ce laps de temps que Mindy avait cessé de répondre à ses amis. Selon le médecin légiste, la mort se situe entre 12h30 et 13h30. On est très précis dans cet ADJ. Et l'ADN sous les ongles de la jeune femme était bien celui de Mo. Il était donc fait comme un rat. Et en plus, rappelez-vous, il avait de multiples griffures sur ses mains. Et c'est probablement en le griffant et en essayant de se dégager que Mindy avait maintenant des traces d'ADN de Mo. Il a finalement été inculpé de 6 chefs d'agression intime pour ses actes en prison, d'un chef d'accusation de meurtre au premier degré pour la mort de Mindy, mais également d'un autre chef d'agression intime pour l'agression à Fargo. En 2004, une agression intime a lieu à Fargo. Mo est bien le coupable car l'ADN prélevé sur la scène du crime de Mindy est bien similaire à celui prélevé sur la scène de crime de Fargo. Au vu de ses antécédents, il était clair que c'était lui le responsable. Il est donc arrêté pour meurtre au premier degré. Mais 5 jours plus tard, alors je sais pas du tout comment c'est possible, il plaide non coupable. Oui, malgré les traces ADN retrouvées, malgré ses antécédents, etc. Mais lors du procès de Gibbs pour le meurtre de Mindy, en 2007, le jury n'a pas pu déterminer si Mo était coupable ou pas. Car la défense avait affirmé que l'ADN retrouvé sous les ongles de Mindy datait de la période où Mo avait fait des lessives avec elle. Oui, c'est pas une blague. 6 accusations supplémentaires viennent s'ajouter au bilan, c'est-à-dire celles des détenus, et en raison de l'impréparation du premier procès et de l'absence de verdict de la part des jurés, un second procès est organisé. La défense avait tenté de réfuter les preuves ADN, je sais pas comment c'est possible, et ils ont également dit que les empreintes digitales retrouvées sur la scène de crime ne correspondaient pas. Le deuxième procès de Gibbs a eu lieu le 22 octobre 2007 et les procureurs étaient bien mieux préparés. En plus de présenter des preuves sur la quantité d'ADN, ils ont utilisé les habitudes de Gibbs en matière d'envoi de SMS et de courrier électronique pour établir qu'il avait arrêté d'envoyer des SMS juste avant le meurtre et qu'il avait recommencé immédiatement après. Un peu comme ceux qui pensent qu'en éteignant leur portable et le rallumant, ils vont pas être tracés. La femme avec laquelle Gibbs était marié au moment du meurtre et qui avait divorcé au moment de son premier procès, a témoigné lors de son premier procès qu'elle lui avait en fait envoyé un SMS pour lui demander de lui apporter une boisson car elle était très enceinte, très faible. Et ce texto, elle lui avait envoyé à 12h33. Et lui, il va arriver qu'à 13h. Je veux dire, ça prend pas 3 heures pour acheter une boisson, quoi. Les procureurs ont avancé le fait que Gibbs avait tenté d'agresser Mindy à ce moment-là. Mais que vu qu'elle s'était défendue, il l'avait tuée et s'était enfui. Ils ont également présenté des preuves lors des 2 procès selon lesquels Gibbs avait avoué à son compagnon de cellule, Jeremy Leopold, qui s'était ensuite converti à la religion et avait informé la police de ses aveux. Et après 27 heures de délibération, oui c'est pas une blague, le jury déclare Gibbs coupable de meurtre le 20 novembre 2007 en présence de la famille de Mindy et de la nouvelle fiancée de Gibbs, Amy. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mo fait ensuite une déclaration à la famille de Mindy en disant que son cœur et ses prières allaient à leur famille. Le culot, quoi. C'est un crime terrible qui est arrivé et il n'aurait jamais dû se produire. La mère de Mindy va alors s'adresser à Mo en lui disant qu'elle le pardonnait, mais qu'elle n'oublierait jamais le mal qu'il avait infligé à sa fille. Elle a ensuite exprimé sa sympathie à la famille et aux enfants de Mo. Pour moi, ils étaient aussi victimes de ces actes.
Il est intéressant de souligner que lors de sa condamnation, Eunice Morgenstern, la mère de Mindy, a été la seule personne à faire une déclaration. « Monsieur Gibbs, je vous pardonne publiquement ici », a-t-elle déclaré. « Je veux aussi que vous sachiez que je n'oublierai jamais ce que vous avez fait à Mindy. » Eunice a également dit à Gibbs « Mon cœur va à sa famille et à ses enfants. » Ce pourquoi il l'a remercié. Depuis, Eunice a écrit un livre au sujet de sa fille et il est sorti en 2019. Gibbs a plaidé coupable pour l'agression à Fargo et sur son lieu de travail. L'accusation pointe une lutte contre la dépendance CUL chez l'accusé, surtout qu'une des agressions contre les détenus s'est produite le jour de la mort de Mindy. Il a été jugé coupable des 5 agressions entre mai et septembre 2006, donc à plusieurs peines de prison de 12 à 15 ans. Et vous savez qu'aux States, on cumule les années de prison, c'est pas comme en France où on déclare que l'accusé est condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 20 ans ou 22 ans. Gibbs reste incarcéré au pénitencier de l'État de Dakota du Nord à Bismarck, une prison qui est ultra sécurisée. Sa date de sortie est fixée à 2100, soit lorsqu'il sera âgé de 128 ans. Alors vous vous demandez sûrement, enfin c'est moi qui invente, si les gens qui entouraient Gibbs étaient au courant de tout ça, de sa véritable nature. Et je parle pas des détenus qui étaient malheureusement aussi des victimes, mais je parle aussi de ses amis, sa famille, etc. Est-ce que personne n'avait décelé ça chez lui? C'était quand même un surveillant pénitentiaire. Eh bien au contraire, ses proches le voyaient comme quelqu'un de dévoué et de discipliné qui était un bon père, assez étonnamment. Et en changeant de nom, il aura réussi à obtenir le poste d'agent pénitentiaire sans que personne ne vérifie ses antécédents. Et je trouve ça dingue. Les parents de Mindy ont quant à eux justifié leur pardon par le fait qu'ils ne voulaient pas tomber dans la haine ou dans l'amertume. Je les trouve vraiment extraordinaires et je pense pas qu'un humain normal soit capable d'une telle abnégation. Je vous mets d'ailleurs l'interview originale en description. En tout cas, Mo est mis hors d'état de nuire vu qu'il a eu perpétuité sans possibilité de sortie. Mindy a été enterrée à New Salem à côté de sa famille adoptive et ses proches veulent s'en souvenir comme d'une bonne personne, toujours enthousiaste, à tout instant. Malheureusement, la mort de Mindy aura servi à élucider le cold case de Fargo et à démasquer un surveillant pénitentiaire agresseur. Une pierre, 3 coups. C'est malheureux à dire, mais c'est comme si Mindy s'était sacrifiée pour toutes les malheureuses victimes ainsi que les probables prochaines. Malheureusement, cette tragédie m'a aussi rappelé qu'il y a pas mal de criminels qui ont fait partie des forces de l'ordre, comme par exemple policiers ou agents pénitentiaires. Selon Stanton Samenow, dans Inside the Criminal Mind, donc littéralement dans l'esprit criminel, il commence son propos en rappelant que la plupart des policiers sont honorables et consciencieux dans leur service et courageux à l'égard de la communauté. Mais lorsque lui-même et le docteur Yoshelson ont interrogé des criminels de carrière dans le cadre de son étude à l'hôpital Saint-Élisabeth de Washington DC, ils ont découvert qu'un nombre important d'entre eux, lorsqu'ils étaient jeunes, aspiraient à faire partie des forces de l'ordre. Ils ont déclaré avoir été attirés par l'uniforme, le badge, l'arme et la voiture de police rapide et surtout par le plaisir de traquer et d'attraper les méchants. Si on transpose ça à un agent pénitentiaire, de surveiller les méchants, entre guillemets. C'est l'excitation et la capacité d'exercer un pouvoir absolu sur d'autres êtres humains qui les attiraient, ainsi que la perspective d'être cités comme des héros pour l'avoir fait. Mais évidemment, aucune des personnes interrogées n'a réussi à accéder à un tel poste tant il manquait les qualités nécessaires. Mais cependant, comme il dit, il existe quelques brebis galeuses. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Qui parviennent à accéder à des postes comme ça, de même qu'un thérapeute qui coucherait avec ses patients ou un avocat qui détournerait des fonds donnés par un client. Lorsqu'une personne ayant une personnalité criminelle devient agent des forces de l'ordre, des problèmes en résultent invariablement. Des histoires de corruption policière apparaissent de temps à autre dans les médias. Vous avez par exemple un policier qui utilise une force excessive qui peut finalement être sanctionné pour brutalité policière. On connaît tous ces histoires de policiers véreux qui utilisent la force ou acceptent des pots de vin ou de la D par exemple. C'est le cas de Drew Peterson par exemple. Selon les rapports de presse, il a été renvoyé du service de police de Bolingbrook dans l'Illinois après avoir été reconnu coupable de ne pas avoir signalé un pot de vin et de mauvaise conduite officielle. Il a ensuite été accusé d'usage excessif de la force et récemment il a fait la une des journaux parce qu'il était accusé de la mort de sa 3e femme en 2004 après la disparition de sa 4e femme en 2007. Ça fait beaucoup. Et il a fallu des années pour le traduire en justice.
Le fait est que certains criminels sont attirés par des métiers à haute tension, ou alors des métiers accessibles, je ne sais pas. Je sais pas si c'est un métier hyper accessible, agent pénitentiaire, dites-moi dans les commentaires. Pour moi, le fait d'être policier ou surveillant pénitentiaire leur offre une couverture pour faire ce qu'ils veulent, abusant de leur position d'autorité. Et on a bien vu ça avec Mo Gibbs et les détenus qui ont été victimes de lui. Merci à tous d'avoir suivi. Si tu es arrivé jusqu'ici, mets Mindy en commentaire. Et dis-moi ce que tu penses de l'affaire, j'ai très hâte de te lire. Abonne-toi si tu aimes ma façon de raconter et si tu aimes les affaires inédites que j'essaie de dénicher. N'oublie pas de liker et de commenter, c'est très important pour le référencement. Sinon, Poupi te fera bouillir, alors qu'il fait super chaud dehors en plus. Portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille, c'est très important. Bonnes vacances à ceux qui sont libres, courage aux autres, and remember, you rock. Ah oui, au fait, c'est son anniversaire. Dites-moi en commentaire quel âge vous lui donnez et dites-lui bon anniversaire. Ça va mon moumou? Ça va mon pépère? Je l'ai arraché de son sommeil pour le faire venir dans ma vidéo, je sais c'est pas bien. And remember, you rock.